Dans un supermarché ordinaire, une fillette tente d'acheter un gâteau simple pour son frère, mais elle n'a pas assez d'argent. Lorsqu'elle renonce sans le savoir, elle est observée par un milliardaire qui reconnaît sur sa poitrine une médaille rare et significative. Touché par le souvenir d'un héros du passé, il décide d'agir et change à jamais le destin de cette famille. L'après-midi du mardi s'étirait lourdement sur le supermarché L'Espoir, situé dans la banlieue de Paris. La climatisation fonctionnait à peine, mêlant l'odeur des fruits mûrs à la sueur des dizaines de personnes qui se pressaient dans les allées étroites. C'était ce genre de chaleur étouffante qui colle à la peau et transforme chaque mouvement en un effort. Parmi les chariots qui grinçaient et les conversations bruyantes des clients, une fillette de 12 ans marchait d'un pas déterminé en direction du rayon boulangerie-pâtisserie. Isabelle Dubois tenait dans ses mains une poignée de billets froissés et quelques pièces qui cliquetaient dans la poche de son short délavé. Ses yeux marrons brillaient d'un mélange d'anxiété et d'espoir, tandis qu'elle observait les gâteaux exposés dans la vitrine réfrigérée. À ses côtés, Pierre, son frère de 7 ans, s'agrippait fermement au bas de son t-shirt, comme il le faisait toujours quand ils sortaient ensemble. Le garçon avait les cheveux en désordre et les joues encore potelées de l'enfance, mais ses yeux portaient une maturité précoce qui ne devrait pas exister chez un si jeune enfant. Il savait que sa sœur était là pour tenter de réaliser le rêve qu'il cultivait depuis des mois. Pendant des semaines, Pierre s'était arrêté devant cette même vitrine, observant avec fascination un gâteau spécifique. Ce n'était ni le plus grand, ni le plus décoré. C'était un simple gâteau au chocolat avec un glaçage bleu clair et une petite fusée en sucre au sommet. Pour n'importe quel adulte, ce ne serait qu'une pâtisserie ordinaire. Pour Pierre, ce gâteau représentait tout un univers de possibilités et de rêves. La jeune femme qui travaillait à la pâtisserie était occupée à ranger des pains quand Isabelle s'approcha du comptoir. Elle essuya ses mains sur son tablier et regarda les enfants avec cette expression fatiguée de quelqu'un qui travaille depuis le matin. « Salut, ma puce. Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sans grand enthousiasme. Isabelle prit une profonde inspiration et montra le gâteau qui enchantait tant son frère. « S'il vous plaît, combien coûte ce gâteau-là, le bleu avec la petite fusée ?» L'employé regarda dans la direction indiquée et consulta une petite étiquette. « Celui-là est à 25 €, ma belle. » Le cœur d'Isabelle se serra. Elle avait compté et recompté l'argent à la maison des dizaines de fois. Elle avait exactement 18,50 €. Cela lui avait pris des mois pour économiser chaque pièce qu'elle trouvait par terre, chaque petite monnaie que sa mère oubliait dans la poche de son pantalon, chaque centime qu'elle parvenait à garder de ses goûters à l'école. « Est-ce que vous pourriez me le faire à 18,50 ? demanda-t-elle, la voix tremblante mais encore pleine d'espoir. L'employé secoua la tête négativement. « Je ne peux pas, ma chérie. Le prix, c'est le prix. Il y a d'autres gâteaux moins chers là-bas, regarde. » Isabelle sentit la petite main de Pierre serrer encore plus fort son t-shirt. Elle n'avait pas besoin de regarder son frère pour savoir qu'il avait tout entendu. Pendant tout le trajet jusqu'ici, Pierre avait murmuré à quel point ce serait spécial d'avoir ce gâteau pour son 8e anniversaire, qui aurait lieu le lendemain. « Isa, ce n'est pas grave, » murmura Pierre, essayant de paraître courageux malgré la déception évidente dans sa voix. « On peut en prendre un autre. » Mais Isabelle savait que ce n'était pas n'importe quel gâteau que son frère voulait. Pierre lui avait expliqué, les yeux brillants, que cette fusée bleue lui rappelait les astronautes qu'il voyait à la télévision. Il rêvait de voler dans l'espace, d'explorer des planètes lointaines, d'être un héros comme ceux des dessins animés qu'ils arrivaient à regarder quand la vieille télévision fonctionnait. La fillette regarda autour d'elle, observant les gens dans la file d'attente à la caisse. Certains tenaient des chariots pleins de courses, d'autres juste quelques articles. Tous semblaient pressés, impatients, regardant leur téléphone portable ou parlant fort. Personne ne prêtait attention aux 2 enfants qui affrontaient leur propre drame silencieux à la pâtisserie. « Laisse-moi vérifier l'argent encore une fois, » dit Isabelle, plus pour elle-même que pour quiconque. Elle étala les billets sur le comptoir, lissant chacun d'eux avec soin. Il y avait un billet de 10 € bien usé, un de 5 avec une petite déchirure au coin, 3 pièces de 1 € qui semblaient être passées par de nombreuses mains et une poignée de pièces de différentes valeurs. Elle compta 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le résultat était toujours le même, 18,50 €.
L'employé de la pâtisserie observait la scène avec une expression qui mêlait impatience et pitié. Elle avait déjà vécu des situations similaires. Elle savait à quel point il était douloureux de devoir refuser un gâteau à un enfant, mais elle connaissait aussi les règles strictes du magasin. « Écoute, ma puce, » dit-elle en essayant d'adoucir sa voix, « il y a un gâteau au chocolat là-bas qui coûte 20 €. Il est très bon aussi. » Isabelle regarda dans la direction indiquée. C'était un gâteau ordinaire, sans décoration spéciale, sans la fusée qui faisait briller les yeux de son frère. Ce ne serait qu'un gâteau quelconque, pas le symbole des rêves de Pierre. À ce moment-là, quelques personnes commencèrent à faire la queue derrière les enfants. Une dame âgée avec un chariot plein souffla d'impatience en regardant sa montre. Un homme en costume consulta son téléphone plusieurs fois, montrant son empressement. La pression augmentait. « Isa !» chuchota Pierre en tirant le bas du t-shirt de sa sœur. « On s'en va. Ce n'est pas la peine. » Mais Isabelle ne pouvait pas abandonner comme ça. Ce gâteau représentait plus qu'une simple douceur d'anniversaire. Il représentait sa capacité à prendre soin de son frère, à le faire se sentir spécial un jour, qui devrait être magique pour n'importe quel enfant. Il représentait la promesse silencieuse qu'elle s'était faite que Pierre aurait au moins un moment de joie pure au milieu de tant de difficultés. La fillette de 12 ans avait assumé des responsabilités qui n'auraient pas dû être les siennes depuis le décès de son grand-père, quelques mois plus tôt. Elle s'occupait de Pierre quand sa mère travaillait, préparait les repas simples qu'il pouvait se permettre, l'aidait avec ses devoirs, inventait des jeux pour le distraire dans les moments les plus difficiles. Elle était devenue le refuge de son frère, la personne qui essayait de garder l'espoir vivant même quand tout semblait s'effondrer. « S'il vous plaît », dit Isabelle une fois de plus en regardant droit dans les yeux de l'employé. « Il n'y a vraiment aucun moyen de faire une réduction. C'est son anniversaire demain. » La femme hésita un instant. Il y avait quelque chose dans la voix de la fillette qui toucha son cœur, une détermination mêlée à un désespoir qu'elle reconnaissait bien. Mais les règles étaient claires et elle ne pouvait pas risquer son emploi. « Je suis désolée, ma chérie. Je ne peux vraiment pas. » La file derrière eux s'allongeait et les murmures d'impatience commençaient à se faire plus forts. Isabelle sentit le poids des regards sur elle, la pression de retarder d'autres personnes, la réalité cruelle qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter le bonheur de son frère. Les yeux commençant à s'embuer, elle rassembla soigneusement tout l'argent et le remit dans sa poche. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle gardait une posture droite, essayant de préserver sa dignité même face à la frustration. « Ce n'est pas grave, » dit-elle, la voix ferme malgré la déception. « Merci quand même. » Pierre jeta un dernier regard au gâteau bleu avec la fusée, mémorisant chaque détail comme s'il voulait le garder pour toujours en mémoire. Puis il prit la main de sa sœur et se prépara à partir. Ce que les enfants ne savaient pas, c'est que toute cette scène était observée discrètement par un homme âgé qui s'était arrêté près du rayon pâtisserie. Albert Fournier, 73 ans, ne tenait qu'un journal et une bouteille d'eau minérale, mais ses yeux étaient fixés sur le drame qui se déroulait devant lui. Albert était connu dans la région comme un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une des plus grandes entreprises de construction de Paris. Son appartement en attique dans un immeuble luxueux de Neuilly-sur-Seine faisait la une des magazines de décoration, et ses voitures importées attirèrent l'attention partout où il passait. Mais cet après-midi de mardi, vêtu d'un simple polo et d'un pantalon de ville discret, il aurait pu passer pour n'importe quel retraité faisant ses courses au supermarché. Il y avait quelque chose dans la détermination de la fillette qui avait attiré son attention. La façon dont elle protégeait son frère, comment elle essayait de négocier avec dignité, même face à l'impossibilité, comment elle gardait la tête haute malgré la frustration évidente. Mais ce fut lorsqu'elle se tourna pour partir qu'Albert remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. Sur la poitrine de la fillette, épinglée à son t-shirt avec une petite épingle de sûreté, il y avait une médaille militaire. Ce n'était pas n'importe quelle médaille. Albert reconnut immédiatement la forme distinctive, la coloration spécifique du ruban, le blason gravé sur le métal. C'était une croix de guerre, décernée uniquement aux soldats ayant fait preuve d'un courage exceptionnel au combat. Les mains d'Albert tremblèrent légèrement, tandis qu'il observait la médaille. Ses souvenirs s'envolèrent des décennies en arrière, vers une époque qu'il préférait ne pas revisiter, mais qui maintenant s'imposait avec une force totale dans son esprit.
Une époque de guerre, de faim, de peur et paradoxalement, des gestes de bonté les plus purs qu'il ait jamais connus. Alors que les enfants s'éloignaient de la pâtisserie, Albert resta immobile, absorbant ce qu'il venait de voir. Son esprit travaillait rapidement, reliant les points, se remémorant des visages, essayant de comprendre si cela était réellement possible. Se pouvait-il que cette médaille appartienne à l'homme qu'il avait connu tant d'années auparavant? Isabelle et Pierre marchaient lentement entre les rayons du supermarché, sans destination précise. La fillette savait qu'il devait rentrer à la maison, mais elle ne parvenait pas à se déplacer rapidement. C'était comme si chaque pas l'éloignait davantage du rêve de son frère. « Isa, » dit Pierre, tirant à nouveau sur son t-shirt, « tu te souviens qu'on avait parlé du gâteau surprise à la maison ?» La fillette s'arrêta de marcher et regarda son frère confuse. Il n'avait jamais parlé d'un gâteau surprise. Pierre inventait cela pour la consoler, pour qu'elle ne se sente pas coupable de ne pas avoir pu acheter le cadeau qu'il voulait. « Pierre, » commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Si, tu te souviens, » insista le garçon avec un sourire forcé mais doux, « tu as dit que ce serait une surprise spéciale. J'ai hâte de voir. » À ce moment, Isabelle comprit que son frère essayait de la protéger de la même manière qu'elle essayait toujours de le protéger. Pierre, à 7 ans, faisait preuve d'une maturité émotionnelle qui aurait dû être la sienne, en tant que sœur aînée. Il faisait semblant de ne pas être déçu pour lui épargner la culpabilité. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la fillette, mais elle les essuya rapidement du revers de la main. Elle ne pouvait pas pleurer là, au milieu du supermarché, devant son frère. Elle était la responsable, celle qui s'occupait de tout, celle qui maintenait le cap. « C'est ça, » dit-elle en forçant un sourire. « Le gâteau surprise va être incroyable. » Ils sortirent du supermarché main dans la main, ne portant que le sac avec les quelques articles qu'ils avaient pu acheter. Un paquet de pâtes, une boîte de sauce tomate, un sachet de brioche et une petite bouteille d'huile. C'était suffisant pour le dîner de ce soir et peut-être le déjeuner du lendemain, s'il faisait attention. Le soleil de l'après-midi était fort et l'asphalte irradiait la chaleur. Ils commencèrent la marche de retour vers la maison qui se trouvait à une quinzaine de pâtés de maison de là. Ils n'avaient pas d'argent pour le bus, alors ils faisaient toujours le trajet à pied, en profitant pour discuter et observer l'agitation de la ville. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Albert Fournier avait rapidement payé ses achats et les suivait maintenant discrètement, gardant une distance de sécurité mais sans jamais les perdre de vue. Son esprit bouillonnait de questions et de souvenirs, et il savait qu'il devait en découvrir plus sur cette médaille et sur la famille qui la possédait. La marche des enfants les mena à travers des rues de plus en plus simples, des maisons de plus en plus petites, des trottoirs de plus en plus irréguliers. Albert observait tout avec attention, reconnaissant qu'il s'éloignait de son monde de confort pour entrer dans une réalité complètement différente. Finalement, Isabelle et Pierre s'arrêtèrent devant une petite maison simple, avec de la peinture écaillée sur les murs et un petit escalier menant à une porte latérale. C'était l'accès au sous-sol où ils vivaient, un espace qui avait été aménagé en logement à bas coût. Albert gara sa voiture à une distance sûre et observa les enfants descendre les quelques marches et disparaître par la porte. Il resta là quelques minutes, traitant tout ce qu'il avait vu, ressentant un mélange de curiosité, de compassion et une étrange sensation que cette rencontre n'avait pas été fortuite. À l'intérieur du sous-sol, Isabelle alluma la lumière et sentit immédiatement l'odeur d'humidité qui les accueillait toujours à la maison. Les murs avaient des taches sombres à certains endroits, des signes d'infiltration qui persistaient même après plusieurs tentatives de réparation. L'espace était petit mais organisé, avec peu de meubles disposés de manière à optimiser chaque centimètre disponible. Pierre se jeta sur le vieux canapé qui lui servait également de lit, tandis qu'Isabelle se dirigea directement vers la petite cuisine pour ranger les courses. C'était sa routine, s'occuper de la maison, préparer les repas, maintenir tout en ordre pour quand sa mère rentrerait du travail. En rangeant les provisions, elle remarqua qu'il ne restait que quelques brioches des courses précédentes et un peu de margarine. Ce serait suffisant pour un petit déjeuner simple le lendemain, l'anniversaire de Pierre. La réalité de la situation financière de la famille pesait sur ses épaules comme un sac à dos rempli de pierres. Dehors, Albert restait dans sa voiture, regardant la petite maison et essayant de décider quoi faire. Il y avait quelque chose dans cette situation qui le dérangeait profondément,
non seulement la pauvreté évidente de la famille, mais la façon dont la fillette portait des responsabilités qui n'auraient pas dû être les siennes, la maturité précoce des 2 enfants, et surtout cette médaille qui avait réveillé tant de souvenirs. Il prit son téléphone portable et appela son assistante personnelle. « Sandrine, j'ai besoin que vous m'aidiez. Avec une recherche discrète, dit-il, en gardant les yeux fixés sur la maison. Je veux des informations sur la famille qui vit à cette adresse, surtout sur quelqu'un qui aurait pu servir dans l'armée, quelqu'un qui a reçu une croix de guerre. » De l'autre côté de la ligne, Sandrine confirma qu'elle ferait la recherche et qu'il aurait les informations le soir même. Albert raccrocha et resta là quelques minutes de plus, observant la maison silencieuse et se demandant s'il était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Pendant ce temps, à l'intérieur du sous-sol, Isabelle essayait de garder le moral en préparant un goûter simple pour elle et Pierre. Demain serait l'anniversaire de son frère, et elle ne savait toujours pas comment elle allait créer ce fameux gâteau surprise qu'elle avait promis. Mais une chose était sûre, elle ferait n'importe quoi pour voir Pierre sourire en ce jour spécial. L'après-midi touchait à sa fin, et les premiers signes de la nuit commençaient à apparaître dans le ciel. 2 histoires étaient sur le point de se croiser d'une manière qu'aucun des protagonistes n'aurait pu imaginer, connectées par une médaille qui portait des décennies d'histoire, de sacrifice et d'héroïsme. Albert resta dans la voiture pendant près d'1 heure, observant la petite maison où les enfants étaient entrés. Le quartier environnant était typique de la banlieue parisienne. Des maisons simples collées les unes aux autres, un câblage électrique improvisé serpentant entre les poteaux, des trottoirs irréguliers où les enfants jouaient malgré la circulation. C'était un monde complètement éloigné de son quotidien de réunion, dans des bureaux vitrés et de dîner dans des restaurants sophistiqués. Le téléphone portable sonna, interrompant ses pensées. C'était Sandrine, son assistante. « Monsieur Fournier, j'ai obtenu les informations que vous avez demandées, » dit-elle, avec son efficacité habituelle. « La famille Dubois vit à cette adresse depuis environ 2 ans. Ils sont 3. Marianne Dubois, 35 ans, travaille pour l'entreprise sous-traitante qui s'occupe du nettoyage de votre immeuble. Elle a 2 enfants, Isabelle, 12 ans, et Pierre, 7 ans. » Albert écoutait attentivement, sentant que chaque mot confirmait ses soupçons. « Et concernant l'historique militaire de la famille ?» demanda-t-il. « Ah oui, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le grand-père des enfants s'appelait Jean Dubois. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans le corps expéditionnaire français en Italie. Il est décédé il y a environ 6 mois de complications respiratoires. Selon les registres que j'ai pu consulter, il a bien reçu une croix de guerre pour acte de courage au combat en Italie. » Le cœur d'Albert s'emballa. Jean Dubois. Le nom résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre lointain, ramenant à la surface des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer pendant des décennies. Soudain, il était de retour à Monte Cassino. Il avait 15 ans, il était perdu, affamé et terrorisé. Et il y avait un soldat français, à peine plus âgé que lui, qui avait partagé sa dernière ration de nourriture avec un garçon allemand égaré. « Monsieur Fournier, vous m'entendez ?» La voix de Sandrine le ramena au présent. « Oui, oui, merci Sandrine, vous pouvez rentrer chez vous, je m'occupe du reste. » Il raccrocha le téléphone et resta là dans le silence de la voiture, traitant l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Jean Dubois n'était pas n'importe quel vétéran. C'était l'homme qui lui avait sauvé la vie alors qu'il n'était qu'un adolescent orphelin perdu dans une zone de guerre. L'homme qui lui avait donné non seulement de la nourriture, mais l'espoir qu'il existait encore de la bonté dans le monde. Les souvenirs affluaient comme un torrent. Albert se souvenait parfaitement du visage gentil du soldat français, des yeux bienveillants qui contrastaient avec la dureté de la guerre environnante. Jean avait trouvé Albert errant dans les ruines d'une ville bombardée, orphelin depuis que ses parents étaient morts dans un raid aérien. Il était faible, malade, sur le point d'abandonner la vie. Mais Jean Dubois ne lui avait pas seulement donné à manger. Il s'était occupé de lui pendant plusieurs semaines, lui avait appris quelques mots de français, lui avait raconté des histoires sur la France, sur un endroit où il y avait du soleil et des opportunités pour ceux qui étaient prêts à travailler dur. Quand la guerre s'est terminée, Jean a même aidé Albert à obtenir des papiers pour immigrer, lui a donné de l'argent pour le billet de bateau et pour acheter son premier costume. « Tu es intelligent, gamin », lui avait dit Jean le jour de l'adieu.
Tu feras de grandes choses dans la vie. N'oublie juste jamais d'aider ceux qui en ont besoin, comme quelqu'un t'a aidé un jour. » Albert avait gardé ces mots dans son cœur toute sa vie, mais au fil des ans et à mesure que son empire commercial grandissait, il s'était de plus en plus éloigné de ce principe. Il était devenu un homme riche et puissant, mais aussi solitaire et distant. Il avait perdu le contact avec Jean il y a des décennies, se promettant toujours qu'un jour, il le chercherait pour le remercier, pour rendre la bonté reçue. Mais ce jour n'était jamais arrivé. Et maintenant, découvrir que Jean était mort, que ses petits-enfants vivaient dans des conditions si précaires, que sa petite-fille portait fièrement la médaille de son grand-père, tout en luttant pour acheter un simple gâteau pour son frère, fit quelque chose se briser dans la poitrine d'Albert. C'était comme si le destin lui-même lui donnait une seconde chance d'honorer la mémoire de l'homme qui avait changé sa vie. Il sortit de la voiture et se dirigea vers la pâtisserie du supermarché qui était encore ouverte. Son esprit travaillait rapidement, formulant un plan. Il acheta le gâteau bleu avec la fusée que les enfants voulaient, quelques bougies colorées ainsi que quelques autres articles, du pain frais, du jambon, du fromage, du lait, des fruits. Il voulait s'assurer qu'ils auraient quelque chose de substantiel à manger. En payant, Albert observa l'agitation de la rue à travers la vitrine. La journée se terminait, et les gens marchaient à la hâte, chacun perdu dans ses propres problèmes et préoccupations. Il y a quelques heures à peine, il était l'une de ces personnes, vivant dans sa bulle de confort, indifférent à la souffrance qui l'entourait. Maintenant, il avait l'impression de se réveiller d'un long sommeil. De retour dans le quartier où vivaient les enfants, Albert gara la voiture et observa les allées et venues. Quelques lumières commençaient à s'allumer dans les maisons, des familles se réunissant pour le dîner, des enfants rappelés à l'intérieur. Il y avait une simplicité dans ce quotidien qu'il avait oublié qu'elle existait. C'est alors qu'il vit une femme marcher dans la rue en direction de la maison où les enfants étaient entrés. Elle portait un uniforme de nettoyage et un vieux sac sur l'épaule. Ses pas étaient lents, lourds, ceux de quelqu'un qui avait travaillé toute la journée et devrait encore travailler avant de se reposer. Même à distance, Albert pouvait percevoir l'épuisement dans chacun de ses mouvements. Marianne Dubois avait les cheveux bruns attachés en un chignon simple, quelques mèches s'échappant et encadrant un visage qui mêlait jeunesse et fatigue prématurée. Ses mains, même lavées, montraient encore des signes de travail pénible, et ses vêtements, bien que propres, étaient visiblement rapiécés à certains endroits. Albert la reconnut immédiatement. Elle était l'une des employées qu'il voyait occasionnellement nettoyer les couloirs de son immeuble de bureau, toujours discrète, toujours efficace, toujours invisible pour la plupart des gens qui passaient par là. Il ne lui avait jamais parlé, ne s'était jamais interrogé sur sa vie, son histoire, ses difficultés. Pour lui, elle n'était qu'une employée parmi des centaines d'autres. Mais maintenant, en la voyant arriver à la maison après une journée de travail épuisante, sachant qu'elle était la fille de l'homme qui lui avait sauvé la vie, Albert ressentit un poids écrasant de culpabilité et de responsabilité. Comment était-il devenu si indifférent à la souffrance des gens autour de lui? Comment avait-il si complètement oublié les enseignements de Jean Dubois? Marianne descendit les quelques marches menant à la porte du sous-sol et entra chez elle. Albert put entendre, même à travers les murs, la joie des enfants en l'accueillant. Leurs voix se mêlaient en un chœur de « Maman est arrivée » qui résonnait d'un amour authentique et de soulagement. À l'intérieur, Isabelle courut pour serrer sa mère dans ses bras, suivie de près par Pierre. C'était toujours comme ça quand Marianne rentrait de son premier travail. Les enfants s'accrochaient à elle comme s'ils voulaient absorber un peu de sa force, de sa présence réconfortante. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Marianne, embrassant le front de chaque enfant et essayant de cacher la fatigue dans sa voix. « Bien, maman », répondit rapidement Isabelle, évitant de mentionner la frustration du supermarché. « Pierre a aidé à nettoyer la maison et j'ai fait la soupe que tu m'as apprise. » Marianne sourit, fière de la maturité de sa fille, mais aussi attristée de savoir qu'Isabelle avait assumé des responsabilités qu'elle n'aurait pas dû avoir. À 12 ans, la fillette cuisinait déjà, nettoyait, s'occupait de son jeune frère et parvenait encore à avoir de bonnes notes à l'école. C'était une responsabilité trop lourde pour quelqu'un de si jeune. « Et demain, c'est mon anniversaire », dit Pierre, sautillant avec enthousiasme. « Isa a dit qu'il y a une surprise spéciale. »
Marianne regarda sa fille avec une expression inquiète. Elle savait qu'il n'avait pas d'argent pour des cadeaux ou des célébrations spéciales. Le budget familial était extrêmement serré, chaque centime calculé et destiné aux besoins de base comme la nourriture, les médicaments et le loyer du petit sous-sol où il vivait. Isabelle sentit le regard de sa mère et haussa les épaules, essayant de paraître calme. « C'est juste un petit quelque chose de spécial que j'ai pensé pour lui », murmura-t-elle. Marianne serra sa fille plus fort, comprenant parfaitement le poids qu'Isabelle portait. La fillette essayait de compenser toutes les privations que Pierre subissait, essayant de créer des moments de joie au milieu de tant de difficultés. C'était un geste d'amour pur, mais aussi d'une responsabilité qui brisait le cœur de Marianne. « Je vais juste prendre une douche rapide et préparer quelque chose à manger avant d'aller à mon deuxième travail, » dit Marianne, embrassant à nouveau les enfants. La douche rapide se faisait toujours sous la douche électrique qui fonctionnait de manière irrégulière, chauffant parfois trop, parfois ne s'allumant même pas. L'eau qui coulait avait une légère odeur de rouille, et la pression était faible. Mais pour Marianne, ces 5 minutes sous l'eau étaient le seul moment de pause qu'elle avait de toute la journée. Pendant que sa mère se préparait, Isabelle réchauffa la soupe qu'elle avait préparée plus tôt. Elle était faite avec quelques légumes restants des courses de la semaine précédente, un peu de pâte et des assaisonnements de base. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était nutritif et bon. Elle avait appris à cuisiner en observant sa mère et son grand-père, absorbant chaque technique, chaque secret pour faire durer la nourriture et profiter de chaque ingrédient. Pierre s'assit à la petite table et attendit patiemment. Il savait que la nourriture devait durer, qu'il ne pouvait pas se resservir, qu'il devait manger lentement pour se sentir rassasié. C'étaient des leçons qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à apprendre, mais que la vie lui avait enseignées trop tôt. Dehors, Albert observait les lumières de la petite maison et essayait d'imaginer la scène qui se déroulait à l'intérieur. Il savait par expérience ce que c'était que la faim, l'incertitude du prochain repas, la peur de ne pas avoir où dormir. Il avait vécu tout cela enfant dans une Allemagne dévastée par la guerre. Finalement, il prit les sacs avec le gâteau et les autres provisions qu'il avait achetées et se dirigea vers la maison. Chaque pas semblait lourd, chargé de décennies de regrets et de l'espoir qu'il ne soit pas trop tard pour faire ce qui était juste. Il s'arrêta devant la porte et prit une profonde inspiration avant de frapper. Les bruits venant de l'intérieur de la maison cessèrent immédiatement. Albert pouvait imaginer la famille se demandant qui cela pouvait être à cette heure. Isabelle alla à la porte mais ne l'ouvrit pas complètement. À travers la chaîne de sécurité, elle vit un homme âgé, bien habillé, tenant quelques sacs. Elle ne le reconnut pas, et la présence d'un étranger à cette heure la rendit nerveuse. « Bonsoir », dit Albert, de la voix la plus douce qu'il put trouver. « Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Albert. J'étais au supermarché cet après-midi et je vous ai vu essayer d'acheter un gâteau. » Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Était-elle en difficulté? Avait-il fait quelque chose de mal au supermarché? « J'ai apporté le gâteau que vous vouliez, » continua Albert en montrant le sac. « Et quelques autres petites choses. Demain, c'est l'anniversaire de votre frère, n'est-ce pas ?» La fillette resta paralysée. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement, mais une autre partie, celle qui avait appris à être prudente avec les étrangers, hésitait. « Maman » appela-t-elle sans quitter l'homme des yeux. Marianne apparut juste derrière sa fille, les cheveux encore mouillés de la douche. Quand elle vit Albert, son visage pâlit. Elle le reconnut immédiatement comme l'un des propriétaires de l'immeuble où elle travaillait, l'un de ces hommes puissants qu'elle voyait de loin, toujours entourés de gens importants, toujours pressés, toujours inaccessibles. « Monsieur Fournier ?» murmura-t-elle, n'en croyant presque pas ses yeux. « Bonjour, Marianne », dit Albert, surpris qu'elle connaisse son nom. « Je m'excuse d'apparaître ici comme ça, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. » Marianne sentit ses jambes flageoler. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule explication possible à la présence d'un de ses employeurs chez elle. Elle avait fait quelque chose de mal. Elle allait être renvoyée. Le désespoir s'empara d'elle immédiatement. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-elle, la voix tremblante, « si j'ai fait quelque chose de mal, donnez-moi une seconde chance. J'ai besoin de ce travail, mes enfants en dépendent. Je fais tout correctement, j'arrive toujours à l'heure, je ne manque jamais. » « Non, non, »
l'interrompit Albert, réalisant le malentendu et son désespoir. « Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire. Puis-je entrer ? J'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important. » Marianne hésita. Inviter son patron à entrer dans sa modeste maison, avec ses meubles usés et ses murs écaillés, était mortifiant. Mais elle ne pouvait pas refuser la demande de quelqu'un dont elle dépendait financièrement. Elle ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. Albert descendit les quelques marches et pénétra dans le petit espace. Le contraste avec son appartement de luxe était saisissant, mais il ne montra aucun malaise ni jugement. Ses yeux parcoururent la pièce, absorbant chaque détail, la petite télévision ancienne, le canapé qui servait clairement de lit, la table simple où se trouvaient encore les bols de la soupe du dîner. Pierre, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, regardait avec curiosité l'homme qui avait apporté le gâteau. Ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. « C'est le gâteau que vous vouliez ?» demanda Albert, sortant la boîte du sac et la posant sur la table. Pierre courut pour voir. C'était exactement le gâteau de ses rêves, le glaçage bleu clair, la petite fusée en sucre au sommet, parfait dans les moindres détails. Ses mains tremblèrent d'émotion, mais il n'osa pas le toucher. « C'est lui, » murmura-t-il, les yeux embués. « Il est exactement comme celui que j'ai vu au magasin. » Albert sourit, ressentant un bonheur authentique qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Mais son attention se tourna bientôt vers Isabelle et vers quelque chose qu'il avait remarqué plus tôt dans la journée. « Puis-je vous poser une question sur cette médaille que vous portez ?» dit-il en montrant gentiment la poitrine de la fillette. Isabelle toucha instinctivement la médaille, comme elle le faisait toujours quand quelqu'un la mentionnait. C'était un geste de protection, de connexion avec la mémoire de son grand-père. « C'était à mon grand-père, » dit-elle, une fierté évidente dans la voix. « Il l'a gagné à la guerre parce qu'il a été courageux. »« Jean Dubois, » murmura Albert, plus pour lui-même que pour quiconque. Marianne le regarda avec surprise. « Vous connaissiez mon père ?» Albert sentit le poids de décennies de gratitude non exprimée, d'une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il se tourna pour faire face à Marianne. « Oui, je le connaissais, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Votre père m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Le silence envahit le petit sous-sol. Marianne, Isabelle et Pierre regardaient Albert comme s'il était un fantôme du passé qui s'était matérialisé dans leur vie. « Mon père est mort il y a 6 mois, » dit Marianne, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il parlait beaucoup de la guerre, des gens qu'il y a rencontrés. Il disait toujours qu'il avait aidé beaucoup de gens. « Il m'a sauvé de la faim, » continua Albert. « Il m'a donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Il m'a aidé à recommencer ma vie en France. Tout ce que j'ai réussi à construire a commencé avec sa bonté. » À ce moment, en regardant autour du modeste sous-sol, en voyant les enfants en vêtements rapiécés, en percevant l'épuisement de Marianne, Albert ressentit une honte profonde. Il avait bâti un empire, accumulé des millions, vécu dans le luxe, tandis que la famille de l'homme qui lui avait sauvé la vie luttait pour survivre. « Je veux rendre la pareille, » dit-il, avec détermination dans la voix. « Je veux honorer la mémoire de votre père en vous aidant, mais d'abord il faut que vous quittiez cet endroit. »« Quitter ?» demanda Marianne, confuse et effrayée. « Ce sous-sol n'est pas sûr pour des enfants, » expliqua Albert, remarquant les taches d'humidité sur les murs, le câblage électrique improvisé, l'odeur de moisi qui imprégnait tout. « Je veux que vous passiez cette nuit chez moi. Demain, nous parlerons de l'avenir. » Marianne secoua la tête négativement. « Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas juste. Vous en avez déjà trop fait en apportant le gâteau. »« S'il vous plaît, » insista Albert, « ne le faites pas pour moi. Faites-le pour la mémoire de Jean Dubois. Il m'a appris que nous devons prendre soin les uns des autres. Laissez-moi prendre soin de vous, comme il a pris soin de moi. » L'émotion dans sa voix était authentique et touchante. Marianne regarda ses enfants, vit l'espoir dans leurs yeux, vit le gâteau qui rendrait l'anniversaire de Pierre spécial, et sentit que peut-être pour la première fois depuis longtemps, la vie lui offrait une opportunité. À contre-cœur, elle accepta. Le trajet jusqu'à l'appartement en attique d'Albert à Neuilly-sur-Seine fut silencieux, chargé d'une tension mêlée d'attente et de malaise. Marianne était assise sur le siège passager de la Mercedes noire, essayant de ne rien toucher, comme si tout était trop fragile pour ses mains calleuses par le travail.
Sur la banquette arrière, Isabelle et Pierre observaient par la fenêtre les rues, qui changeaient progressivement, les maisons simples laissant place à des hôtels particuliers, les cités étant remplacées par des résidences de luxe. Pierre tenait soigneusement le gâteau sur ses genoux, n'arrivant toujours pas à croire que ce rêve était devenu réalité. Ses yeux brillaient chaque fois qu'il regardait la petite fusée en sucre, et il chuchotait à sa sœur à quel point ce serait incroyable de couper le gâteau pour son anniversaire le lendemain. Albert conduisait en silence, perdu dans des souvenirs qu'il n'avait pas visités depuis des décennies. À chaque feu rouge, ses yeux se tournaient vers le rétroviseur, observant les enfants. Il y avait quelque chose dans la simplicité de la joie de Pierre qui l'émouvait profondément. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois un bonheur si pur pour quelque chose de si simple? L'immeuble où vivait Albert était l'un des plus luxueux de la région, avec un concierge 24 heures sur 24, un jardin impeccable et une façade qui irradiait le pouvoir et la richesse. Lorsque la voiture s'arrêta à l'entrée, Marianne eut le vertige. Elle connaissait cet endroit, mais seulement en tant qu'employée, entrant toujours par les zones de service, toujours invisible pour les résidents. Le concierge, M. Antoine, salua Albert avec la déférence habituelle, mais ses yeux montrèrent de la surprise en voyant la famille qui l'accompagnait. Il était inhabituel de voir Albert avec des invités, encore plus une femme en uniforme de nettoyage, avec 2 enfants. « Bonsoir, Monsieur Fournier », dit Antoine en ouvrant la portière de la voiture. « Bonsoir, Antoine. Voici la famille Dubois, mes invités pour ce soir. S'il vous plaît, préparez-leur un badge d'accès temporaire. » L'ascenseur qui les mena au dernier étage était revêtu de miroirs et silencieux. Pierre n'avait jamais pris l'ascenseur auparavant, et sa fascination était évidente alors qu'il regardait les chiffres changer sur le panneau. Isabelle tenait fermement la main de son frère, se sentant complètement hors de son élément, mais essayant de garder son sang-froid. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur le palier privé de l'appartement d'Albert, la famille resta paralysée. L'appartement s'étendait devant eux comme quelque chose sorti d'un magazine, avec une grande hauteur sous plafond, d'immenses baies vitrées montrant toute la ville illuminée, des meubles qui semblaient être des pièces de musée et une décoration impeccable. « S'il vous plaît, entrez, » dit Albert, remarquant leur malaise. « Faites comme chez vous. » Mais comment se sentir chez soi dans un endroit si éloigné de leur réalité? Marianne marchait comme si elle craignait de laisser des traces sur le sol en marbre, tandis que les enfants regardaient autour d'eux avec un mélange d'admiration et d'intimidation. Le salon principal offrait une vue panoramique sur la ville, avec Paris s'étendant dans toutes les directions comme un océan de lumière. Pierre courut jusqu'à la fenêtre et pressa son visage contre la vitre, émerveillé par la vue. « Maman, regarde, on voit tout d'en haut !» s'exclama-t-il, oubliant temporairement toute la tension de la situation. Albert sourit en voyant la joie authentique du garçon. « Vous pouvez regarder à votre aise. Cet endroit est bien trop vide depuis longtemps. Ça fait du bien d'entendre des voix d'enfants ici. » C'était vrai. Albert vivait seul dans cette immensité depuis plus de 15 ans, depuis le décès de sa femme. L'appartement, malgré toute sa beauté, était devenu un mausolée de solitude, où il passait la plupart de son temps enfermé dans son bureau, travaillant jusqu'à tard dans la nuit pour éviter le silence oppressant. « Vous devez avoir faim, » continua-t-il en se dirigeant vers la cuisine. « Et si on préparait quelque chose ensemble ?» La cuisine d'Albert était plus grande que tout le sous-sol où vivait la famille. Elle avait des appareils électroménagers de dernière génération, des plans de travail en granit et un îlot central avec des tabourets hauts. Mais malgré toute sa sophistication, il était évident qu'elle était peu utilisée. Le réfrigérateur était presque vide, avec seulement quelques articles de base et plusieurs emballages de plats préparés. « Je ne sais pas très bien cuisiner, » admit Albert, un peu honteux. « Normalement, je commande à manger ou je mange à l'extérieur. » Isabelle proposa son aide, et bientôt elle et sa mère examinaient les ingrédients disponibles. Avec les provisions qu'Albert avait achetées au supermarché et quelques articles qu'elles trouvèrent dans le garde-manger, elles réussirent à improviser des croque-monsieur et une soupe simple mais savoureuse. Il était intéressant d'observer comment la dynamique changea pendant la préparation du repas. Marianne, qui était arrivée tendue et intimidée, commença à se détendre en se retrouvant dans un environnement où elle savait quoi faire. Ses mains se déplaçaient avec confiance tandis qu'elle assaisonnait la soupe et guidait Isabelle dans la préparation des sandwichs.
Albert, quant à lui, se découvrit enchanté d'observer l'efficacité et l'affection avec lesquelles elle préparait un repas simple. Cela faisait des années qu'il n'avait pas participé à la préparation d'un repas, des années qu'il n'avait pas partagé des moments si intimes et authentiques avec d'autres personnes. Pendant qu'elle cuisinait, Pierre explorait le salon, toujours sous les regards attentifs de sa mère et de sa sœur. Il avait trouvé quelques livres avec des photographies de la Seconde Guerre mondiale sur l'une des étagères et feuilletait les pages avec intérêt, essayant de comprendre les images en noir et blanc. « Tu aimes l'histoire » demanda Albert en s'approchant du garçon. « Oui, j'aime bien. Papy racontait beaucoup d'histoires de la guerre. Il disait qu'il avait rencontré beaucoup de gens importants là-bas. » Albert sentit son cœur se serrer. Il avait raison. Ton grand-père a été l'une des personnes les plus importantes que j'ai connues dans ma vie. Quand ils s'assirent enfin à table pour manger, une atmosphère plus détendue régnait dans l'air. La nourriture simple, préparée avec soin, avait une saveur particulière dans cet environnement luxueux. Albert ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait autant apprécié un repas. « Raconte-leur l'histoire de Papy », demanda Pierre, les yeux brillants de curiosité. Albert prit une profonde inspiration, organisant des décennies de souvenirs qu'il avait tenté de garder enfouis. « J'avais 15 ans quand j'ai connu votre grand-père. C'était en 1944, et j'étais perdu en Italie après la mort de mes parents dans un bombardement sur notre ville en Allemagne. » Les enfants écoutaient avec une attention totale, tandis que Marianne observait Albert avec une expression de fascination mêlée d'émotion. « J'étais seul, j'avais faim, j'étais malade, je n'avais nulle part où aller. Beaucoup de gens passaient devant, moi chaque jour, mais personne ne s'arrêtait. Personne ne se souciait d'un orphelin de plus perdu au milieu de tant d'autres, jusqu'au jour où votre grand-père m'a trouvé. » Albert fit une pause, se souvenant parfaitement de ce moment. Jean Dubois était en uniforme, portant un lourd sac à dos, mais ses yeux s'étaient remplis de compassion en voyant le garçon maigre et désespéré, assis parmi les décombres d'une église bombardée. La première chose qu'il a faite a été de partager avec moi la nourriture qu'il avait. C'était juste une petite ration militaire, mais pour moi cela représentait la vie. Ensuite, il a trouvé une couverture et m'a emmené là où il campait avec d'autres soldats français. Isabelle écoutait les larmes aux yeux, imaginant son grand-père en jeune soldat, loin de chez lui, mais prenant quand même soin d'un étranger. Pendant plusieurs semaines, votre grand-père s'est occupé de moi. Il ne parlait pas allemand et je ne parlais pas français, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous comprenions. Il m'a appris quelques mots de français, m'a parlé de la France, de sa famille qu'il avait laissée derrière lui. Pierre était complètement absorbé par l'histoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la guerre s'est terminée, je n'avais pas de papier. Aucun moyen de prouver qui j'étais ou d'où je venais. Votre grand-père m'a aidé à obtenir des papiers pour voyager en France. Il m'a donné de l'argent pour le billet de bateau, m'a acheté un costume d'occasion pour que je puisse chercher du travail en arrivant. Albert se leva et se dirigea vers un tiroir dans le salon, revenant avec une photographie jaunie. C'était une image de deux jeunes hommes souriants, un soldat français en uniforme et un jeune homme maigre dans un costume bien trop grand pour lui. Cette photo a été prise au port de Naples, le jour où j'ai embarqué pour la France. Votre grand-père m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Tu es intelligent, gamin. Tu feras de grandes choses dans la vie. N'oublie juste jamais d'aider ceux qui en ont besoin, comme quelqu'un t'a aidé un jour. » Marianne prit la photographie avec des mains tremblantes. Il était impossible de ne pas reconnaître son père, même si jeune. Il y avait la même bonté dans ses yeux, le même sourire gentil dont elle se souvenait de son enfance. Pendant des années, j'ai essayé de le retrouver pour le remercier, pour lui rendre ce qu'il avait fait pour moi. J'ai envoyé des lettres à plusieurs adresses, j'ai cherché dans les registres militaires, mais je n'ai jamais réussi. À mesure que mon entreprise grandissait et que je devenais plus riche, je me suis toujours promis qu'un jour, je le retrouverais. Le silence qui suivit était lourd d'émotion et de regrets. Et maintenant, découvrir qu'il est mort, que vous traversez des difficultés, me fait réaliser à quel point j'ai échoué à honorer sa mémoire. Je suis devenu exactement le type de personne qu'il n'approuverait pas, quelqu'un qui a beaucoup, mais qui a oublié d'aider ceux qui en ont besoin. Marianne essuya ses larmes du revers de la main. Mon père n'a jamais parlé de vous spécifiquement, mais il racontait toujours des histoires sur les gens qu'il a aidés pendant la guerre. Il disait
que c'était son devoir en tant qu'être humain de prendre soin de ceux qui étaient en difficulté. Et il a continué à le faire même après la guerre, ajouta-t-elle. Chaque fois que quelqu'un dans le quartier avait besoin d'aide, mon père était là, réparant des toits, aidant avec des papiers, partageant de la nourriture quand quelqu'un était dans le besoin. Même dans les dernières années de sa vie, même malade, il essayait encore d'aider tout le monde. Albert sentit le poids de l'admiration et de la culpabilité. Jean Dubois avait maintenu ses principes toute sa vie, tandis qu'il s'était perdu au milieu du succès et de l'argent. Ils passèrent des heures à discuter, à partager des souvenirs, des histoires, des rêves. Pierre raconta sa passion pour l'espace et, les fusées, Isabelle parla de la façon dont elle s'occupait de la famille depuis la mort de son grand-père, et Marianne partagea les difficultés d'élever 2 enfants seuls tout en cumulant 2 emplois. Albert, à son tour, raconta son arrivée en France, comment il avait commencé à travailler dans la construction, comment il avait bâti son entreprise à partir de rien, mais aussi comment il était devenu solitaire et distant au fil des ans. Il était presque minuit quand Albert leur montra les chambres où ils dormiraient. Il y avait 2 chambres d'amis, toutes 2 plus grandes que tout le sous-sol où vivait la famille. Les lits avaient des draps en coton égyptien, des oreillers moelleux et des couvertures chaudes. Pour Pierre et Isabelle, c'était comme dormir sur un nuage. Marianne, cependant, eut du mal à se détendre. Le lit était trop confortable, la chambre trop silencieuse, la situation trop surréaliste. Elle resta éveillée pendant des heures, regardant le plafond et essayant de traiter tout ce qui s'était passé ce jour-là. Le matin, elle devrait travailler à son 2e emploi, nettoyant des tables dans un restaurant jusqu'à tard dans la nuit. Comment retournerait-elle à sa vie normale après une nuit comme celle-ci? Mais l'extrême fatigue finit par l'emporter, et elle s'endormit profondément pour la première fois depuis des mois. Albert eut également une nuit agitée, mais pour des raisons différentes. Sa maison, pour la première fois depuis des années, était pleine de vie. Il pouvait entendre les chuchotements des enfants qui discutaient avant de dormir, le bruit des pas dans les couloirs, la sensation que quelqu'un était là. C'était une sensation à la fois réconfortante et troublante, lui rappelant le vide que sa vie était devenue. Le lendemain matin, l'appartement se réveilla avec l'odeur du café frais et du pain grillé. Marianne s'était levée tôt, comme toujours, et avait instinctivement commencé à préparer le petit déjeuner. Elle trouva la cuisine immaculée d'Albert et décida d'utiliser certains des ingrédients disponibles pour préparer un repas chaleureux pour tout le monde. Pierre se réveilla avec l'odeur de la nourriture et courut à la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en désordre et un énorme sourire sur le visage. « C'est mon anniversaire !» cria-t-il en sautant et en serrant sa mère dans ses bras. « Joyeux anniversaire, mon amour !» dit Marianne en embrassant le sommet de la tête de son fils. « 8 ans !» Albert apparut dans la cuisine quelques instants plus tard, portant une élégante robe de chambre mais les yeux encore gonflés de sommeil. Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu autant de joie si tôt le matin chez lui. « Joyeux anniversaire, Pierre !» dit-il en souriant sincèrement. « Et si on coupait ce gâteau spécial au petit déjeuner ?» Les yeux du garçon brillèrent comme des étoiles. Il était inhabituel de manger du gâteau au petit déjeuner, mais ce n'était pas un jour ordinaire. C'était son anniversaire, il était dans un appartement incroyable, et son rêve de plusieurs mois s'était enfin réalisé. Ils s'assirent de nouveau à table, maintenant éclairés par le matin ensoleillé de Paris. La vue de la ville pendant la journée était encore plus impressionnante, avec l'agitation des rues en bas ressemblant à une fourmilière ordonnée. Pierre coupa la première part de gâteau avec des mains tremblantes d'émotion. La fusée en sucre était parfaite au sommet de la tranche, et il l'observa un long moment avant de finalement la goûter. « C'est le meilleur gâteau du monde », dit-il, la bouche pleine et les yeux brillants de bonheur. Mais c'est à ce moment de joie pure que quelque chose de terrible se produisit. Marianne, qui souriait en observant le bonheur de son fils, cessa soudainement de parler et son regard devint vide. Ses mains se mirent à trembler et elle s'appuya sur la table. « Maman » appela Isabelle, réalisant que quelque chose n'allait pas. Marianne tenta de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Sa vision devenait floue, et elle avait l'impression que le sol bougeait sous ses pieds. C'était une sensation de faiblesse extrême, comme si toute son énergie était drainée de son corps. « Marianne !» cria Albert, se levant rapidement en la voyant chanceler. Elle essaya de s'appuyer sur la chaise, mais ses jambes cédèrent complètement.
Albert réussit à l'atteindre avant qu'elle ne tombe au sol, soutenant son corps qui était devenu complètement mou. « Maman! Maman !» criaient les enfants désespérés. Albert vérifia le pouls de Marianne. Il était faible et irrégulier. Elle s'était complètement évanouie et sa peau était pâle et froide. « Pierre, Isabelle, j'emmène votre mère à l'hôpital maintenant, » dit Albert, essayant de garder son calme malgré le désespoir. « Prenez quelques vêtements rapidement. » Il prit Marianne dans ses bras et la porta jusqu'à l'ascenseur. Elle pesait très peu, et Albert réalisa avec horreur qu'elle était probablement sous-alimentée, travaillant trop et mangeant trop peu pour s'assurer que ses enfants aient assez à manger. La course jusqu'à l'hôpital américain de Paris fut désespérée. Albert conduisait d'une main et tenait la main froide de Marianne de l'autre, tandis que les enfants pleuraient sur la banquette arrière. Pierre répétait « Maman, réveille-toi » comme une prière, et Isabelle essayait de rester forte mais était clairement terrifiée. À l'entrée des urgences, Albert cria à l'aide et immédiatement une équipe médicale se mobilisa. Marianne fut placée sur un brancard et emmenée à l'intérieur, tandis qu'Albert et les enfants restèrent dans la salle d'attente. Le médecin qui l'a pris en charge, le docteur Rodriguez, était une connaissance d'Albert. Il avait soigné d'autres employés de l'entreprise dans des situations d'urgence. « Comment va-t-elle » demanda Albert dès que le médecin apparut dans la salle d'attente. Elle a fait un malaise dû à un épuisement extrême, à la malnutrition et au stress. Son corps était à la limite depuis longtemps. Si vous ne l'aviez pas amené maintenant, cela aurait pu être beaucoup plus grave. Albert sentit le monde s'effondrer. Pendant qu'il vivait dans le luxe, la fille de l'homme qui lui avait sauvé la vie était littéralement en train de mourir de fatigue et de faim, essayant de maintenir sa famille en vie. « Elle va s'en sortir ?» demanda Isabelle, des larmes coulant sur son visage. « Oui, ma chérie, » répondit le médecin avec gentillesse, « mais elle a besoin de repos, d'une alimentation adéquate et de beaucoup moins de stress. Ce que vous lui faisiez subir était en train de la tuer à petit feu. » Albert comprit le message subliminal du médecin. La vie que Marianne menait, travaillant 16 heures par jour, mangeant peu pour assurer la nourriture de ses enfants, vivant dans des conditions précaires, était insoutenable. À ce moment, assis dans la salle d'attente stérile de l'hôpital, tenant les mains des enfants terrifiés, Albert prit une décision qui changerait non seulement leur vie, mais aussi la sienne, pour toujours. Il était temps d'honorer véritablement la mémoire de Jean Dubois. Les heures dans la salle d'attente de l'hôpital semblaient s'étirer comme des jours entiers. Albert observait Pierre et Isabelle essayer de rester courageux, mais il voyait la peur dans leurs yeux. La façon dont ils se serraient l'un contre l'autre, la manière dont ils regardaient constamment en direction de la porte par où les médecins pourraient apparaître avec des nouvelles de leur mère. Pierre avait cessé de parler de son anniversaire. Le gâteau, qui avait été le centre de sa joie quelques heures plus tôt, semblait maintenant un lointain souvenir. Il était assis sur la chaise inconfortable de l'hôpital, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol, chuchotant des prières qu'il avait apprises de son grand-père. Isabelle, de son côté, essayait de garder son sang-froid habituel, mais Albert pouvait voir qu'elle luttait contre le désespoir. La fillette de 12 ans portait le poids d'être la responsable de la famille, et maintenant, en voyant sa mère hospitalisée, elle avait l'impression d'avoir échoué dans sa mission de protéger tout le monde. « Elle va s'en sortir », dit Albert, s'asseyant à côté des enfants. « Votre mère est une femme forte, plus forte que quiconque ne devrait avoir à l'être. »« C'est de ma faute, » murmura Isabelle, des larmes coulant sur son visage. « J'aurais dû remarquer qu'elle était si fatiguée. J'aurais dû mieux m'occuper d'elle. »« Non, ma chérie, » répondit Albert en prenant doucement la main de la fillette. « Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute, et de celle de tous les autres qui ont vu votre mère travailler si dur et n'ont rien fait pour l'aider. » À ce moment, Albert faisait plus que consoler une enfant effrayée. Il reconnaissait une vérité douloureuse sur lui-même et sur la société qui l'entourait. Combien de fois avait-il croisé Marianne dans les couloirs de l'immeuble de bureau sans vraiment la voir? Combien de fois avait-il ignoré l'humanité? Des personnes qui travaillaient pour maintenir sa vie confortable? Le docteur Rodriguez apparut dans la salle d'attente après 3 heures interminables. Son visage était sérieux, mais il n'y avait pas de désespoir dans ses yeux. « Comment va-t-elle » demanda Albert en se levant immédiatement. « Stabilisée » répondit le médecin. « Nous avons réussi à réguler sa tension artérielle et son hydratation.
Elle est réveillée et demande à voir ses enfants. Pierre et Isabelle coururent presque dans les couloirs de l'hôpital, suivant le médecin jusqu'à la chambre où Marianne était hospitalisée. Elle paraissait petite et fragile dans le lit d'hôpital, avec une perfusion au bras et des moniteurs qui bipaient doucement autour d'elle, mais ses yeux s'illuminèrent quand elle vit les enfants entrer dans la chambre. « Mes amours », chuchota-t-elle, en tendant les bras pour les accueillir. Les enfants s'accrochèrent à leur mère comme pour s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle était vivante, qu'ils n'allaient pas la perdre comme ils avaient perdu leur grand-père quelques mois plus tôt. « Désolée de vous avoir fait peur », dit Marianne en embrassant la tête de ses enfants. « Maman était juste un peu fatiguée. » Mais Albert, en discutant en privé avec le docteur Rodriguez dans le couloir, découvrait que la situation était bien plus grave que ce que Marianne voulait admettre. « Monsieur Fournier, » dit le médecin, « cette femme était littéralement en train de mourir d'épuisement. Les examens montrent une malnutrition chronique, une anémie sévère, des signes de stress extrême. Elle ne mangeait probablement qu'un seul repas par jour pour s'assurer que ses enfants aient assez à manger. » Albert ressentit une pointe de culpabilité si intense qu'elle faillit le faire chanceler. Combien de temps aurait-elle tenu si elle avait continué comme ça? Pas longtemps, peut-être quelques mois. Son corps fonctionnait à la limite absolue. Une pneumonie, une infection quelconque, et c'en était fini. À ce moment, quelque chose se brisa définitivement en Albert. Ce n'était pas seulement de la culpabilité ou de la pitié. C'était une indignation profonde, une colère contre lui-même et contre un système qui permettait que de telles choses se produisent. La fille de l'homme qui lui avait sauvé la vie mourait lentement pendant qu'il accumulait des millions sur ses comptes en banque. « Docteur, » dit Albert avec détermination dans la voix, « faites tous les examens nécessaires, fournissez tous les traitements dont elle a besoin. Je ne veux qu'il ne lui manque rien. Ne vous souciez pas des coûts. » Le docteur Rodriguez hocha la tête, reconnaissant le sérieux dans la voix d'Albert. Mais Albert ne s'arrêta pas là. Il quitta l'hôpital et se rendit directement à l'immeuble de bureaux où il avait ses bureaux. C'était samedi, mais il savait qu'il trouverait au moins le superviseur de l'entreprise sous-traitante responsable du nettoyage en train de travailler. Charles Martin était un homme de 50 ans qui gérait les services de nettoyage dans plusieurs immeubles de la région. Quand il vit Albert entrer dans son petit bureau sans ventilation au sous-sol de l'immeuble, il devint immédiatement nerveux. « Monsieur Fournier, quelle surprise! Y a-t-il un problème avec les services ?»« Oui, il y en a un, » répondit Albert en fermant la porte derrière lui. « J'ai besoin de savoir quelles sont les conditions de travail que vous offrez à vos employés. » Charles se mit à bégayer, clairement mal à l'aise. « Nous respectons toutes les normes du travail, monsieur. Tous les employés sont déclarés, nous payons toutes les cotisations. Combien payez-vous une employée comme Marianne Dubois? Eh bien, c'est le SMIC, comme le prévoit la convention collective de la branche. » Albert fit une pause, calculant mentalement. Un SMIC pour subvenir aux besoins de 2 enfants. Payer un loyer, la nourriture, les médicaments, l'école. C'était mathématiquement impossible de vivre dignement. « Et les avantages? Tickets restaurant, mutuelle, passe-transport ?» Charles hésita. « Nous fournissons le passe-transport conformément à la loi. Les tickets restaurant? Eh bien, nous essayons, mais ce n'est pas toujours possible de les inclure dans le budget que nous recevons des copropriétés. Et quand un employé tombe malade, comme Marianne aujourd'hui? Eh bien, s'il y a un arrêt de travail, on ne déduit rien du salaire, comme l'exige le Code du travail. » Albert devenait de plus en plus indigné. C'était un système pervers. Les copropriétés payaient le moins possible à l'entreprise sous-traitante, qui reversait le moins possible aux employés, créant une chaîne d'exploitation dont lui, en tant que propriétaire de plusieurs étages dans l'immeuble, était le bénéficiaire final. « Charles, » dit Albert, avec une fermeté qui fit reculer l'homme, dans son fauteuil. « À partir de lundi, je veux que tous les employés qui travaillent dans mes immeubles aient une augmentation de 50% de leur salaire, une mutuelle complète, des tickets restaurants de 10 € par jour et un programme d'assistance pour les situations d'urgence. Monsieur, mais cela va augmenter considérablement le coût des services. Alors, augmentez le prix que vous me facturez. Je paie la différence. Et ce n'est pas tout. Je veux qu'un fonds d'urgence soit créé pour les employés qui traversent des difficultés familiales. Je contribuerai avec 50 000 € initiaux. » Charles était bouche bée. Il n'avait jamais rien vu de tel. «
Et si j'apprends que vous ou un autre superviseur menacez, humiliez ou exploitez les employés au-delà de ce qui est juste, j'annule tous les contrats immédiatement. C'est clair? Oui, oui, monsieur. Parfaitement clair. Mais Albert n'avait pas encore terminé. De l'immeuble de bureau, il se rendit directement à la maison où vivait la famille Dubois. Il devait confronter le propriétaire sur les conditions du sous-sol qu'il leur louait. Joachim Leroy, le propriétaire de l'immeuble, était un homme d'une 60aine d'années qui possédait plusieurs petites propriétés dans la région. Quand Albert sonna à la porte de la maison principale, au rez-de-chaussée, Joachim répondit en tenue décontractée, se relaxant clairement un samedi après-midi. « Oui ?» demanda Joachim, ne reconnaissant pas Albert. « Bonjour, je m'appelle Albert Fournier. J'ai besoin de vous parler du sous-sol que vous louez à la famille Dubois. » Joachim se mit immédiatement sur la défensive. « Y a-t-il un problème? Ils sont en retard sur le loyer? Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles cette famille est obligée de vivre, » dit Albert allant droit au but. « Ce sous-sol a des problèmes électriques, des infiltrations, il est humide et insalubre pour des enfants. »« Écoutez-moi bien, monsieur, » répondit Joachim irrité. « Le loyer est bon marché précisément parce que ce n'est pas un palace. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent nous chercher ailleurs. » Albert prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son indignation. « Combien de loyers en retard doivent-ils? 2 mois. Je les ai déjà prévenus que s'ils ne paient pas avant la fin de la semaine, je les expulserai. Quel est le montant total de la dette? » Joachim hésita, méfiant. « 1200 €. Albert sortit son portefeuille et plaça 1500 € dans la main de l'homme. « Voici ce qu'ils doivent, plus 300 d'avance. Maintenant, je veux que vous déchiriez le contrat de location et que vous leur rendiez la caution qu'ils ont versée. » Déchirer le contrat? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus besoin de cet endroit, dit Albert en regardant la propriété mal entretenue, et parce que vous allez rénover complètement ce sous-sol avant de le louer à une autre famille. Joachim était confus, mais l'argent dans sa main parlait plus fort que la curiosité. Il signa les papiers annulant le contrat et rendit les 500 € de caution. Albert garda les documents et retourna à l'hôpital où il trouva Marianne toujours hospitalisée, mais en bien meilleur état. Le docteur Rodriguez avait fait une batterie d'examens et déterminé qu'elle devrait rester une nuit de plus en observation. « Comment vous sentez-vous » demanda Albert en entrant dans la chambre où Marianne était assise sur le lit, jouant aux cartes avec les enfants. « Beaucoup mieux, merci, et très embarrassé de vous avoir causé tout ce problème. »« Marianne, » dit Albert en tirant une chaise pour s'asseoir près du lit, « nous devons parler de choses importantes. » Il lui raconta les conversations qu'il avait eues avec Charles et Joachim, les changements qu'il avait mis en place dans les conditions de travail, l'annulation de la dette de loyer. Marianne écoutait tout en silence, des larmes coulant sur son visage. « Monsieur Albert, je ne peux pas accepter tout ça, c'est trop. »« Ce n'est pas trop, c'est le minimum. Que je puisse faire pour honorer la mémoire de votre père, » répondit Albert. « Mais il y a plus. J'ai une proposition à vous faire. » Il expliqua qu'il créait un nouveau département dans son entreprise, axé sur la responsabilité sociale et l'assistance aux employés. Il voulait que Marianne dirige ce service, en utilisant son expérience de vie pour identifier et aider d'autres familles en difficulté. Ce serait un salaire de 3 500 € par mois pour commencer. Avec tous les avantages, une mutuelle familiale complète et des horaires flexibles pour que vous puissiez vous occuper des enfants, expliqua-t-il. Marianne était sous le choc. « Mais je n'ai pas la formation pour ça. Je ne sais que nettoyer et cuisiner. » Vous savez ce que c'est que d'être dans le besoin, de se battre pour maintenir une famille unie, de tout sacrifier pour ses enfants. Cette expérience vaut plus que n'importe quel diplôme, dit Albert. Et si vous le souhaitez, nous pouvons organiser des cours, des formations, tout ce dont vous aurez besoin. Pierre, qui avait écouté toute la conversation, ne pouvait contenir son excitation. « Maman, tu vas être chef ?» Isabelle, plus mature, posa des questions pratiques. « Et où est-ce qu'on va habiter ?» Albert y avait pensé aussi. « Pour l'instant, vous pouvez rester dans mon appartement. J'ai des chambres de reste, et ce serait bien d'avoir de la compagnie. Mais si vous préférez votre propre logement, nous pouvons trouver un appartement adapté pour la famille. » Marianne était submergée par tant de générosité. « Pourquoi faites-vous tout ça? Ça n'a pas de sens. »« Si, ça en a.
répondit Albert en lui prenant la main. Votre père m'a sauvé quand j'étais un enfant perdu. Il m'a donné à manger quand je mourais de faim. Il m'a donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Il m'a aidé à reconstruire ma vie. Tout ce que j'ai réussi à accomplir a commencé avec sa bonté. Il fit une pause, organisant les mots qu'il voulait dire depuis des décennies. Je suis ce petit garçon allemand que votre père a trouvé pendant la guerre, le gamin maigre et effrayé qu'il a nourri, protégé et aidé à venir en France. Pendant toutes ces années, j'ai bâti un empire commercial, accumulé des richesses, vécu dans le luxe, mais j'ai oublié le plus important, l'obligation de rendre le bien que j'ai reçu. Marianne le regarda avec de grands yeux, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Quand j'ai vu Isabelle porter la médaille de votre père, quand je vous ai vu lutter pour acheter un simple gâteau pour Pierre, c'est comme si Jean lui-même me confrontait à l'homme que j'étais devenu. Un homme qui avait tout, mais qui avait oublié d'aider ceux qui en ont besoin. Les larmes coulaient librement sur le visage de Marianne. Mon père disait toujours qu'il ne fallait pas attendre de remerciements quand on aide quelqu'un, qu'on fait le bien parce que c'est juste, pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Et il avait raison, acquiesça Albert. Mais j'ai une dette envers lui qui n'a jamais pu être payée. Laissez-moi essayer de la payer en prenant soin de vous, en vous aidant à avoir la vie que vous méritez. Pierre avait écouté toute la conversation en silence, mais il se leva soudainement et serra Albert dans ses bras. « Papy avait raison sur vous, » dit-il avec la simplicité des enfants. Il disait toujours que les bonnes personnes se retrouvent. À ce moment, dans la chambre silencieuse de l'hôpital, avec les lumières de la ville commençant à s'allumer à travers la fenêtre, Albert sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Le sentiment de faire ce qui était juste, que sa vie avait un but au-delà de l'accumulation d'argent et de pouvoir. Mais il y avait une autre chose qu'il devait assurer. « Marianne, je veux créer un fonds pour l'éducation de Pierre et Isabelle. Je veux qu'ils aient les meilleures opportunités d'études, qu'ils puissent fréquenter de bonnes écoles, aller à l'université, réaliser tous leurs rêves. Pierre veut être astronaute, dit Isabelle, souriant pour la première fois depuis le malaise de sa mère. Alors il sera astronaute, répondit Albert. Nous lui fournirons des cours de sciences, de mathématiques, tout ce dont il aura besoin. Et toi, Isabelle, de quoi rêves-tu? La fillette hésita. Pendant si longtemps, son seul rêve avait été de prendre soin de sa famille, de s'assurer que tout le monde ait assez pour survivre. Elle ne s'était jamais permis de rêver à quelque chose pour elle-même. « J'aimerais aider d'autres enfants, » dit-elle finalement. « Des enfants qui traversent ce que nous avons traversé. » Albert sourit. « Alors tu pourras travailler avec moi et ta mère au département social de l'entreprise. Nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de nombreuses familles. » Pendant qu'ils discutaient, des infirmières entraient et sortaient de la chambre, vérifiant les signes vitaux de Marianne. Chaque examen montrait une amélioration. Chaque heure qui passait la rendait plus forte et plus pleine d'espoir. Le docteur Rodriguez apparut en fin d'après-midi pour autoriser la sortie de Marianne. Elle va bien maintenant, mais elle a besoin de beaucoup de repos, d'une alimentation adéquate et, surtout, d'une vie avec beaucoup moins de stress, conseilla-t-il. Ce ne sera plus un problème, assura Albert. Quand ils quittèrent l'hôpital, la famille Dubois était complètement transformée. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Pour la première fois depuis des mois, depuis la mort du grand-père, ils avaient de l'espoir en l'avenir. Sur le chemin du retour vers l'appartement d'Albert, Pierre regardait par la fenêtre de la voiture et rêvait de fusées et de planètes lointaines. Isabelle pensait à la façon dont elle pourrait aider d'autres enfants qui traversaient les mêmes difficultés qu'elle avait affrontées. Marianne imaginait ce que ce serait de travailler dans un endroit où son expérience de vie serait valorisée, où elle pourrait faire la différence dans la vie d'autres familles. Et Albert, conduisant dans les rues de Paris, sentait qu'il tenait enfin la promesse qu'il avait faite à Jean Dubois tant d'années auparavant. Utiliser son intelligence et ses opportunités pour faire de grandes choses, mais ne jamais oublier d'aider ceux qui en ont besoin. La médaille sur la poitrine d'Isabelle brillait sous les lumières de la ville, comme si Jean Dubois souriait avec approbation depuis là-haut, voyant que sa bonté avait planté des graines qui germaient enfin en actes d'amour et de justice. Le reste de la soirée fut tranquille. Ils dînèrent ensemble dans l'appartement, parlèrent de projets pour l'avenir, et pour la première fois depuis longtemps, dormirent profondément, sachant que le lendemain serait meilleur qu'aujourd'hui.
Ce n'était que le début d'une transformation qui changerait non seulement leur vie, mais la vie de nombreuses autres familles qui découvriraient bientôt que quelqu'un se souciait d'elles. 6 mois passèrent comme un rêve transformateur. Le soleil d'un dimanche matin illuminait les larges fenêtres du centre communautaire Jean Dubois, situé exactement à la même adresse où se trouvait autrefois le bâtiment délabré où la famille Dubois avait vécu dans le sous-sol humide et insalubre. Ce qui n'était autrefois que des murs écaillés et des pièces exiguës étaient maintenant des salles spacieuses, une cuisine industrielle, une bibliothèque pour enfants, des salles de classe et un auditorium chaleureux. La transformation avait été radicale et complète. Albert avait investi non seulement de l'argent, mais tout son cœur dans la création de cet espace. Des architectes de renom avaient travaillé avec la communauté elle-même pour concevoir un lieu qui soit non seulement fonctionnel, mais aussi accueillant et plein de dignité. Chaque détail avait été pensé pour que les familles qui y viendraient se sentent respectées et aimées. Marianne Dubois marchait dans les couloirs du centre d'un pas sûr et confiant. À 35 ans, elle s'était complètement transformée. Elle portait une robe bleu marine élégante mais simple, des chaussures confortables mais jolies, et ses cheveux étaient coupés dans un style moderne qui encadrait son visage. Ses mains, autrefois toujours rugueuses et abîmées par le travail pénible, étaient maintenant douces et bien entretenues. Mais ce qui attirait le plus l'attention était l'éclat de détermination dans ses yeux. Elle n'était plus une femme qui luttait seulement pour survivre. Elle était une leader, une référence, quelqu'un que d'autres mères venaient en chercher lorsqu'elles avaient besoin de conseils, de soutien ou simplement d'une épaule amie. Le département social qu'Albert avait créé avait dépassé de loin les attentes initiales, et Marianne était devenue non seulement une employée, mais une véritable partenaire dans la mission de transformer des vies. « Bonjour, Madame Marianne », la saluaient les autres mères qui arrivaient tôt au centre. Il était impressionnant de voir comment, même traitée avec respect et affection par tous, elle n'avait jamais perdu son humilité et sa proximité avec les personnes qu'elle aidait. Dans la cuisine du centre, Pierre aidait à préparer le petit déjeuner communautaire servi tous les dimanches. À 8 ans et demi, le garçon avait visiblement grandi. Il était plus grand, plus fort, ses joues avaient donc pris la couleur saine de quelqu'un qui se nourrit bien et dort paisiblement. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était la confiance qu'il dégageait. Pierre portait un petit tablier et manipulait les ingrédients avec le soin de quelqu'un qui a appris à apprécier chaque grain de sucre, chaque morceau de pain. Mais maintenant, au lieu de la nécessité désespérée d'économiser, il y avait le plaisir de préparer quelque chose de spécial pour les autres. « Tante Clara, tu penses que c'est bon ?» demanda-t-il à l'une des cuisinières bénévoles en montrant le plateau de biscuits qu'il avait aidé à préparer. Clara, une dame aux cheveux gris qui était devenue l'une des figures maternelles du centre, sourit et pinça le bord d'un biscuit. « Parfait, mon ange. Les enfants vont adorer. » Pierre sourit fièrement. Tous les week-ends, il aidait en cuisine, non pas par besoin, mais par plaisir. Il avait découvert qu'il avait un talent pour la cuisine et rêvait de devenir chef cuisinier quand il serait grand, en plus d'être astronaute le week-end. Son agenda de rêve s'était élargi en même temps que ses possibilités. Dans la bibliothèque du centre, Isabelle était assise par terre en cercle avec d'autres enfants de 8 à 12 ans, racontant des histoires. À 13 ans, elle était devenue une jeune femme belle et intelligente. Ses cheveux étaient toujours bien coiffés, elle portait de jolis vêtements adaptés à son âge, et elle avait développé une éloquence naturelle qui charmait tous ceux qui l'écoutaient. « Et alors, » disait-elle, les yeux brillants en tenant un livre illustré, le petit prince découvrit qu'il y avait un trésor caché en chaque personne qu'il rencontrait, mais il ne pouvait le voir qu'en regardant avec le cœur. Les enfants l'écoutaient, hypnotisés. Isabelle avait découvert qu'elle avait un don spécial pour se connecter avec les autres enfants, en particulier ceux qui arrivaient au centre effrayés, méfiants, portant le poids de responsabilités qui n'auraient pas dû être les leurs. Elle comprenait parfaitement ce qui se passait dans leur tête parce qu'elle avait vécu tout cela. Elle savait ce que c'était que d'assumer des responsabilités d'adulte en étant enfant, d'essayer de protéger sa famille, de se sentir coupable quand on ne parvenait pas à résoudre tous les problèmes. Mais elle savait aussi ce que c'était que de découvrir qu'on n'avait pas besoin de tout porter seul.
L'une des filles du cercle, Sophia, 10 ans, leva timidement la main. « Isa, tu penses que tout le monde a vraiment un trésor ?» Isabelle sourit et s'approcha de Sophia, qui était arrivée au centre seulement 2 semaines plus tôt avec sa mère, après que son père soit parti de la maison, laissant la famille sans aucun revenu. « J'en suis sûr, Sophia, et tu sais quel est ton trésor. C'est cette capacité que tu as de prendre soin de ton petit frère avec tant d'affection, d'aider ta mère même en étant une enfant, de continuer à sourire même quand les choses sont difficiles. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de sentir que quelqu'un voyait de la valeur en elle, que quelqu'un comprenait sa lutte. Isabelle était inscrite dans l'une des meilleures écoles privées de Paris, où elle réussissait extrêmement bien dans toutes les matières. Ses professeurs commentaient toujours sa maturité émotionnelle, sa capacité de leadership et sa compassion pour les autres élèves en difficulté. Mais c'était le week-end, en travaillant comme bénévole au centre, qu'elle sentait qu'elle faisait vraiment la différence. Albert avait créé un programme de bourse d'études pour tous les enfants pris en charge par le centre, et Isabelle aidait à suivre leur progrès scolaire, les guidait dans leurs devoirs et surtout leur montrait qu'il était possible de rêver grand, peu importe d'où l'on venait. De l'autre côté du centre, dans l'auditorium principal, Albert finissait d'organiser les chaises pour la réunion hebdomadaire des familles. À 74 ans, il s'était lui aussi complètement transformé. Il restait élégant et bien habillé, mais il y avait une légèreté dans ses mouvements qui n'existait pas auparavant, un sourire sincère qui avait remplacé l'expression toujours sérieuse et distante qu'il arborait. Albert avait découvert que la philanthropie ne consistait pas seulement à donner de l'argent. Il s'agissait de donner du temps, de l'attention, de l'affection. Tous les week-ends, il était au centre, non pas comme l'homme d'affaires puissant faisant une apparition pour se sentir bien dans sa peau, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment de chaque famille, de chaque enfant, de chaque histoire. Il avait appris les noms de tous les enfants, connaissait les histoires des familles, participait aux décisions concernant les programmes offerts. Il avait engagé des assistants sociaux, des psychologues, des professeurs et des avocats pour former une équipe multidisciplinaire offrant un soutien complet aux familles en situation de vulnérabilité. « Monsieur Albert », appela l'une des mères, « Madame Conseil-Sang, vous avez vu comme le petit Jean parle bien. Il bégayait à peine quand il est arrivé ici. » Albert sourit, se souvenant du garçon de 5 ans qui était arrivé extrêmement timide et traumatisé après que sa famille ait perdu sa maison. Maintenant, 2 mois plus tard, le petit Jean courait dans les couloirs du centre, jouait avec d'autres enfants et fréquentait une excellente école maternelle. « Le petit Jean est un guerrier, » répondit Albert, « et vous aussi. C'est votre force qui lui a permis de se rétablir si bien. » Conseil-Sang sourit, mais ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Quand nous sommes arrivés ici, je pensais confier mes enfants à l'adoption, parce que je ne pouvais plus m'en occuper. C'étaient des histoires comme celle-ci qui faisaient comprendre à Albert que sa vie avait enfin trouvé son véritable but. Le centre aidait plus de 200 familles, offrait un hébergement temporaire en cas d'urgence, des programmes de formation professionnelle, un suivi psychologique, une assistance juridique et surtout de l'espoir. Le programme avait tellement grandi qu'Albert décida de le reproduire dans d'autres quartiers. Il y avait déjà 5 centres communautaires fonctionnant dans différentes régions de Paris, tous suivant le même modèle de prise, en charge intégrale et respectueuse. C'était en milieu de matinée quand une jeune femme apparut à l'entrée du centre, portant un bébé de quelques mois dans ses bras. Elle avait au plus 20 ans, était visiblement fatiguée et effrayée, et hésitait à entrer. Ses vêtements étaient propres mais très simples, et il y avait une expression de désespoir sur son visage qu'Albert reconnut immédiatement. Marianne fut la première à remarquer la présence de la jeune femme et s'approcha avec un sourire accueillant. « Bonjour ma chérie, je suis Marianne, vous cherchez quelque chose ?» La jeune femme hésita, regardant autour d'elle comme si elle évaluait si elle pouvait faire confiance. « J'ai entendu dire que vous aidiez les familles en difficulté. »« C'est exact. Comment vous appelez-vous ?»« Amanda. Et voici Miguel, mon bébé. » Marianne tendit les bras pour prendre le bébé, et Amanda, après un moment d'hésitation, le lui permit. Il était évident qu'elle était épuisée et avait désespérément besoin d'aide.
Quand avez-vous mangé pour la dernière fois » demanda Marianne, avec l'intuition de quelqu'un qui avait déjà vécu la même situation. Amanda se mit à pleurer. « Hier matin. Mais Miguel a tété jusqu'à maintenant. Je ne veux pas qu'il ait faim. » Marianne comprit immédiatement la situation. La jeune femme se privait de nourriture pour maintenir son allaitement, exactement comme elle l'avait fait tant de fois avec ses propres enfants. « Viens avec moi, ma chérie. On va te donner un repas chaud tout de suite et ensuite on discutera de la façon dont on peut t'aider. » Pierre, qui avait entendu la conversation, courut à la cuisine et revint avec une assiette de nourriture encore chaude et un verre de jus. « Tenez, madame, cette soupe est très bonne. J'ai aidé à la faire moi-même. » Amanda regarda le garçon et se mit à pleurer encore plus. Elle n'était pas habituée à tant de gentillesse, à des gens qui se souciaient sincèrement de son bien-être. Albert s'approcha en voyant la situation. Il avait appris à reconnaître les signes d'une famille en crise extrême. « Amanda, dit-il, de la voix la plus douce possible, vous êtes en sécurité ici. N'ayez peur de rien. Ici, personne ne vous jugera, personne ne vous humiliera. Personne ne vous demandera quoi que ce soit en échange de l'aide. » La jeune femme regardait cet homme bien habillé et élégant, essayant de comprendre pourquoi il était si gentil avec une étrangère. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle, en mangeant la soupe avec des mains tremblantes de faim. « Pourquoi aidez-vous des gens que vous ne connaissez même pas ?» Albert regarda autour du centre, vit Marianne s'occuper du bébé avec l'affection d'une grand-mère, Pierre apporter plus de nourriture à Amanda, Isabelle s'approchait avec quelques jouets pour divertir la jeune mère. Il vit toutes les familles qui étaient là, partageant un petit déjeuner communautaire, des enfants jouant en sécurité, des mères, discutant et se soutenant mutuellement. Ses yeux se fixèrent sur le mur principal de l'auditorium, où était accrochée, dans un cadre spécial, la croix de guerre de Jean Dubois. À côté de la médaille, il y avait une photo en noir et blanc du soldat français souriant et une plaque avec une phrase qui était devenue la devise du centre. Albert sourit à Amanda et montra la médaille sur le mur. « Parce que personne ne se bat seul. Plus maintenant. » Amanda suivit son regard et vit la médaille, la photo du soldat, la phrase sur la plaque. Elle ne comprit pas entièrement le sens, mais elle sentit quelque chose de spécial dans ces mots, une promesse qu'elle n'était pas seule au monde. « Cette médaille appartenait à mon grand-père, » dit Isabelle en s'approchant et en s'asseyant à côté d'Amanda. « Il a appris à notre famille que lorsque quelqu'un vous aide, vous devez aider d'autres personnes à votre tour. C'est comme ça que le monde devient meilleur. » Pierre, toujours direct comme le sont les enfants, compléta « Et Albert, ici, était un enfant perdu que papy a aidé il y a très longtemps. Maintenant, il aide d'autres familles pour rendre la bonté qu'il a reçue. » Amanda regarda Albert, puis les enfants, puis Marianne, puis la médaille sur le mur, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'elle entendait. C'était une histoire d'amour, de gratitude et de transformation qui se transmettait de génération en génération. « Vous et Miguel pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, » dit Marianne en berçant le bébé qui s'était endormi dans ses bras. « Nous avons des chambres d'urgence, des programmes de formation professionnelle, une crèche pour s'occuper de Miguel pendant que vous vous organisez. Et quand vous irez mieux, » ajouta Albert. « Peut-être voudrez-vous aider d'autres mères qui arriveront ici dans une situation similaire à la vôtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous prenons tous soin les uns des autres. » Amanda ne pouvait s'arrêter de pleurer, mais maintenant c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Pour la première fois depuis des mois, depuis qu'elle avait découvert sa grossesse et avait été abandonnée par son petit ami, elle sentait qu'il y avait peut-être de l'espoir pour elle et son fils. Le reste de la journée se passa comme un rêve tranquille. Amanda prit un bain chaud, mit des vêtements propres que Marianne lui avait préparés, se nourrit correctement et se reposa pendant que d'autres mères bénévoles s'occupaient de Miguel. Isabelle lui tint compagnie, lui racontant sa propre histoire et lui montrant qu'il était possible de recommencer. Pierre, toujours enthousiaste, montra à Amanda tous les recoins du centre, racontant avec fierté chaque programme, chaque activité, chaque réussite des familles aidées. Albert passait de groupe en groupe, discutant avec les familles, jouant avec les enfants, écoutant des histoires, offrant des conseils quand on le lui demandait. Il était incroyable de voir comment un homme qui avait passé des décennies isolé dans son appartement de luxe se sentait maintenant complètement chez lui, au milieu de cette communauté.
En fin d'après-midi, alors que le centre commençait à se vider et que les familles rentrèrent chez elles, Albert, Marianne, Isabelle et Pierre se réunirent dans l'auditorium principal, comme ils le faisaient tous les dimanches, pour parler de la semaine écoulée et planifier la suivante. « Comment pensez-vous qu'Amanda va ?» demanda Marianne, toujours soucieuse de chaque personne qui arrivait au centre. « Je pense qu'elle va s'en sortir, » répondit Isabelle. J'ai vu dans ses yeux la même chose que je ressentais quand nous sommes arrivés ici, le soulagement de ne pas être seul. Pierre, toujours pratique, dit « Et son bébé est très mignon, je lui apprendrai à faire des biscuits quand il sera grand. » Albert sourit en observant cette famille qui était devenue sa propre famille. Marianne était devenue comme une fille pour lui. Isabelle et Pierre étaient comme des petits-enfants qu'il n'avait jamais eus. Et ensemble, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. « Vous savez, » dit Albert en regardant de nouveau la médaille sur le mur, « je pense que votre grand-père serait fier de vous. De nous. »« J'en suis sûr, » répondit Marianne. « Papa disait toujours qu'on ne sait jamais quand on sera la personne qui changera la vie de quelqu'un. Parfois c'est par une grande action, parfois c'est juste en partageant un morceau de pain. » « Ou en achetant un gâteau avec une fusée pour un enfant, » ajouta Pierre, se souvenant de comment tout avait commencé. « Ou simplement en prêtant attention à ceux qui souffrent à côté. »« De nous, » compléta Isabelle. À ce moment, dans le silence affectueux de l'auditorium avec la lumière dorée de la fin de l'après-midi entrant par les larges fenêtres, les quatre comprirent qu'ils étaient devenus quelque chose de très spécial. Une famille choisie, unie non par le sang, mais par l'amour, la gratitude et la mission commune de prendre soin les uns des autres. La croix de guerre de Jean Dubois continuait de briller sur le mur, non seulement comme un souvenir d'héroïsme militaire, mais comme un symbole que le vrai courage réside dans le fait de tendre la main à ceux qui en ont besoin, de transformer la douleur en compassion, de faire en sorte que notre propre guérison devienne une guérison pour les autres. Le centre communautaire continuerait de fonctionner, de grandir, d'aider plus de familles, de transformer plus de vies. Mais peu importe combien de personnes seraient aidées, le principe serait toujours le même. Personne ne se bat seul. Et tant qu'il existera des gens comme Jean Dubois, qui sèment des graines de bonté même au milieu du chaos, et des gens comme Albert, Marianne, Isabelle et Pierre, qui veillent à ce que ces graines germent et se multiplient, il y aura toujours l'espoir que le monde peut être meilleur. L'histoire de la famille Dubois et d'Albert Fournier n'était qu'une parmi des millions, mais comme toutes les histoires d'amour véritables, elle avait le pouvoir d'inspirer d'autres histoires, de créer d'autres transformations, de planter d'autres graines de bonté qui fleuriraient un jour en gestes d'amour inattendus. Sur le mur du centre, sous la médaille de Jean Dubois, la phrase continuait de briller comme une promesse, parce que personne ne se bat seul, plus maintenant. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire sur la médaille de Jean Dubois et la transformation de la famille de Marianne a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de gratitude, de pardon et de seconde chance, laissez un j'aime ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la scène du supermarché? La rencontre entre Albert et les enfants? La transformation du centre communautaire? Votre avis est très important pour nous. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus beau et transformateur de l'âme, qu'humaine, des histoires qui montrent comment de petits gestes de bonté peuvent changer des vies entières. Nous vous attendons pour le prochain épisode, car ici, nous avons toujours une nouvelle histoire d'espoir à partager avec vous.